Non, mais justement, non, mais attends, justement, on va le mettre sur YouTube. Alors, justement, on va. euh, Mais alors, justement, si tu veux, on va le mettre sur YouTube. Alors, on va parler. Chinois, ça passe pas, ça. Non, mais attends, je vais expliquer pourquoi il y a des Chinois. Parce que on va parler de ce papier. Et alors, justement, on va le mettre. Alors, si les gens de la FSD nous écoutent, hein, ce qui est possible, j'ai quand même. Ce papier-là dont on va parler, il est cité 7500 fois. Donc je pense que pour un truc sensible, on peut oublier, quoi, parce que s'il a été cité 7500 fois, c'est qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Donc on peut oublier qu'il est confidentiel, quoi. Donc je pense que ça doit aller, on peut le mettre sur YouTube. Alors, ah oui, la deuxième chose que je voulais vous dire, donc ça a été fait par ces messieurs. Hein. Donc Anderson, c'est le Phil Anderson qui a eu le prix Nobel. Et Ramakrishnan, c'était un de ses invités, c'était un Indien. Comme quoi on fait de la science partout. Et ah oui, on les appelle le Gang of Four. Donc quand vous lisez les papiers, vous allez trouver le nom de Gang of Four. Mais je vous précise que contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le Gang of Four c'est ironique. Parce que le vrai Gang of Four, c'est ces quatre-là. Et ces quatre-là, c'était quatre membres du Parti communiste chinois qui, après la révolution culturelle, ont été accusés d'activités contre-révolutionnaires et ont été, vous pensez bien ce qui leur est arrivé. Et en particulier celle-ci, c'était la veuve de Mao. Qui a été, donc voilà. Et donc historiquement, si on vous parle des Gang of Four dans un dîner en ville, vous imaginez pas que Anderson a passé les frontières du laboratoire. Il parle bien de ces quatre-là. D'accord. Voilà. Donc le papier original, il parle de ça. Donc l'absence de diffusion dans les systèmes à deux dimensions. Donc ça concerne tous les gens qui font des systèmes à 2D. Donc ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Enfin, en particulier Luan. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors on va regarder les problèmes de désordre. Ici on regarde que les problèmes de désordre. Et en particulier, donc ça c'est mon truc qui merde. Hop, c'est bon. Mon truc, voilà. Donc, bon, ben vous savez tous, ça, je vais quand même pas vous apprendre grand-chose. Si je vous dis que U égale RI, ça, c'est pas... Ça, j'espère que je vous apprends rien. Et on peut l'inverser en mettant que la conductance, c'est 1 sur R. Jusque-là, tout va bien. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on augmente la taille du système. Alors cette question, elle n'est pas tout à fait innocente, parce que vous allez voir que ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que, en fait, vous verrez que la transition de métal isolant, si elle existe, on verra quand est-ce qu'elle existe, ce n'est relié qu'à un seul paramètre, qui est la dimensionnalité du système. Il n'y a vraiment qu'un seul paramètre qui vous dira si c'est une transition métal isolant ou pas. Ça dépend que de ça. Alors, il y a quand même une hypothèse au départ, une hypothèse très importante dans tout ça. C'est que G de 2L ne dépend que de G de L. Ça veut dire que quand vous avez un système qui est en train de grossir, la conductance du système qui a doublé ne dépend de la conductance du système qui était avant. Alors en particulier, vous n'avez pas G de 2L, qui est une fonction de G de L et de L. C'est-à-dire que vous en fichez de la taille absolue du système. Quand vous doublez sa taille, ça vous trouvez la conductance en fonction de la taille originale du système, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire si vous passez un échantillon de 1 cm² à un échantillon de 2 cm², vous aurez le même rapport que si vous passez d'un échantillon d'1 m² à un échantillon de 2 m². Vous en fichez de quelle est la taille. Le rapport sera toujours le même, quelle que soit la taille du système. Alors, ce truc-là, en général, on l'écrit d'une façon un petit peu différente, bon, pour des raisons un petit peu historiques. Hein. Ce qu'on écrit, c'est que dg sur dl, historiquement, ils l'ont écrit, ils l'ont rendu sans dimension. Vous voyez, c'est cette quantité-là qui nous intéresse, hein, parce que quand je dis que G de 2L ne dépend que de L, en fait, ça revient à écrire cette quantité-là. Alors, ils l'ont écrit de la façon suivante, ils ont multiplié par L sur G pour faire apparaître une quantité qui est sans dimension. C'est tout bêtement ça.
Et alors là, vous voyez qu'on fait apparaître simplement une quantité qui est d de log de g sur d de log de L. D de log de L. Et là, vous faites apparaître la quantité qui est bien connue, ce qu'on appelle le bêta de g. Donc ça, c'est une formule que vous allez retrouver. Alors dès que vous intéressez un peu à cette physique-là, vous trouvez partout ce qu'on appelle la fonction bêta. Ça, c'est un truc qui est extrêmement connu, qui gouverne toute transition métal-isolant. Donc tout va tourner autour de cette chose-là. D'accord, cet objet-là, c'est ce qui va gouverner tout le reste. Bon. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va regarder un peu ce que devient ce bêta. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder d'abord deux cas limites. Alors, vous avez une limite simple. Vous prenez un bon conducteur. Donc, si vous avez un bon conducteur, vous savez qu'il suit la loi d'Ohm. Okay. Donc, s'il suit la loi d'Ohm, vous savez que sa résistance, on va dire que c'est ρ L sur A. A étant la surface, hein, c'est ρ L sur S, qui est simplement écrit comme ça. Donc, vous pouvez l'écrire essentiellement comme ρ fois L sur L d moins 1. Et vous arrivez à ρ puissance L de moins d. Donc, si vous inversez tout ça, vous arrivez à G qui est égal à G0 fois L puissance d moins 2. Alors vous voyez qu'en fait, là-dedans, il y aura vraiment... Le seul truc qu'il y a, c'est des logs. Il faut dériver le log. C'est tout ce qu'il y a à savoir faire au niveau mathématique. Donc si vous prenez le log de G, vous obtenez que ça fait essentiellement log de G0 moins d moins 2 log, le log de L. Il y a une égalité ici. Voilà. Donc essentiellement, si on oublie le log de G0 qui est une constante, vous obtenez la chose suivante pour le facteur bêta. Vous obtenez que d de log de G sur d de log de L, c'est le bêta de G, ça vaut L puissance d moins 2. Alors là, vous avez le premier résultat très important. Si vous voyez simplement que quand vous êtes dans le régime conducteur, c'est de... Non, parce que c'est D... c'est D-2, excusez-moi. Ouais, c'est D-2, exactement. Tu as raison. Juste, excuse-moi, Laurent. Pourquoi tu voyais que... J'ai pas compris pourquoi tu dis que A, c'est L D-1. Attends 2 secondes. Merde, putain, j'arrive pas à revenir au noir, excuse-moi. Pourquoi L, c'est D-1? Pourquoi A, c'est... Ben, c'est ρ L sur S, quoi. Donc, c'est l'air divisé par la longueur. Dimensionnellement, tu as toujours une dimension de moins sur... c'est D-2, j'arrive pas. Attends, j'arrive pas à l'écrire. Je vais l'écrire correctement. C'est D-2. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un premier résultat qui est important. On voit que dans la limite très conducteur, eh bien, on a la fonction bêta qui varie comme D-2. OK ? Deuxième limite simple. Dans la limite isolante, on va dire qu'on est localisé, donc on a G de L qui est égal à exponentielle de moins L sur Xi. Alors ça, c'est quelque chose qui pose. Il faut voir que dans ce papier, il y a beaucoup de choses qui posent à la main, qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas microscopiquement vérifiées, mais qui posent à la main. Donc ils disent, dans ce régime-là, on va dire qu'on est localisé, et donc la conductance va être exponentiellement faible. Ok. Donc, à ce moment-là, vous avez bêta de G. Alors, j'en suis où, moi?
vous avez bêta de G qui vaut moins L sur xi. Alors si vous voulez, je vous écris simplement comment on obtient ce petit bazar. C'est bon? Ouais, il y a plein de petites astuces, mais bon, c'est... On peut prendre log de G au moins L sur xi et dérive par rapport à L. Donc on dérive par rapport à log de L, ça ne fait pas... Non, en fait, ouais, il a raison, c'est plein d'astuces, ça paraît facile comme ça, mais il y a plein d'astuces. Bon, je vais vous le montrer, vous verrez qu'il y a une astuce. Et il a tout à fait raison, quand on prend le log de L, vous avez effectivement log de G. Oh. Vous avez le log de G qui est égal à moins L sur xi. Ok, ça jusqu'à on est d'accord. Vous avez le D de log de L, c'est égal à 1 sur L dl. Ok. Donc le D de log de L, D de log de G, c'est égal à dl moins dl sur xi. D'accord. Et maintenant ça, je le réinjecte là-dedans. Et j'obtiens que ça, c'est égal à moins L D de log de L sur xi. D'accord. J'ai juste repris ce qu'il y a là-dedans pour le remettre là-dedans. D'accord. Et donc, sur xi. Et donc, j'obtiens que D de log de G sur D de log de L est égal à moins L sur xi. D'accord. C'est égal à moins G. À bêta. Moins bêta. C'est plus ou moins bêta, je ne sais plus. C'est bêta. Voilà. Hein? Oula, c'est pas beau ça. Je vais faire un beau bêta. Non, en fait, c'est marrant parce que quand vous prenez ce papier, effectivement, je suis d'accord avec Hervé, c'est-à-dire qu'en fait, ça paraît complètement évident comme ça, les petits trucs. En fait, c'est bourré de petites astuces comme ça, où il parle de la première ligne et la deuxième ligne, on trouve évidemment ça, et en fait, c'est bourré de petites astuces à la con comme ça. Et quand on se plonge dedans, c'est pas forcément évident. Alors maintenant, si on trace ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Si on trace ça, ben, on obtient ça. Il y a un truc à remarquer, c'est que ça, on n'a plus aucune dépendance de la dimension. D'accord? Donc ça, c'est bêta de G. Donc ici, vous perdez toute dépendance de la dimension. Ça dépend de rien. D'accord? C'est simplement bêta de G. Voilà. Donc ça, c'est la courbe qu'il y avait dans le papier original d'Anderson et compagnie. Donc, il vous le trace pour différents grands. Alors, si vous remarquez... Donc ça, c'est ce que vous voyez dans cette partie-là. C'est-à-dire que dans la partie qui est isolante, vous avez la courbe qui vaut moins 1, quelle que soit la dimension du système. Okay. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la partie qui va être conductrice. Alors, enfin, la partie à grand G, grand log de G. Là, c'est qu'est-ce qu'il a tracé? Il a tracé bêta en fonction de log de G. Voilà, alors ça, c'est pas évident à comprendre, c'est vraiment un peu merdique comme façon de tracer. Il a tracé ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire qu'il a tracé bêta en fonction de log de G. D'accord? Donc, je vais expliquer comment on peut lire ces courbes juste après. Donc ce que vous voyez, c'est que dans cette région-là, toutes les courbes sont parallèles, elles ont une pente qui vaut 1. Ce qui est plus subtil, c'est de ce côté-là. Ce côté-là, en gros, si vous êtes de ce côté-là vers le bas, vous êtes isolant. Si vous êtes vers le haut, vous êtes conducteur. D'accord. Donc vous voyez que si vous êtes à 3 dimensions, on a vu que c'était D-2 le bêta. Donc ici, vous allez vers une région qui est conductrice. Si vous êtes à une dimension, vous allez à 1-2, ça fait -1, vous êtes isolant. Et ici, vous allez tendre vers 0. Alors, c'est un peu merdique parce que là, vous allez vers une région qui va être marginalement isolante. Alors, comment il faut lire ces courbes? Ça, c'est un peu compliqué. Imaginez que vous êtes sur ce point-là. D'accord? Vous êtes tranquille. Alors, je vais même le faire, le marquer. Vous êtes sur ce point-là. D'accord? Vous êtes tranquille, vous vous posez là. Sauf que sur ce point-là, vous voyez que la fonction bêta, elle est négative. D'accord? Donc du coup, quand vous allez augmenter la taille du système, vous allez sauter par là. Parce que bêta est négatif. La dérivée étant négative, vous allez sauter par là. Et vous continuez. Et comme bêta est de plus en plus négatif, vous faites des sauts de plus en plus grands.
Et à la fin, vous plongez comme ça dans la région où vous êtes de plus en plus isolant. D'accord. Quel que soit l'endroit où vous partez, comme bêta est toujours négatif, vous allez dégringoler en toboggan ici. Ça, c'est en augmentant L, en fait. Hein. Voilà, quand vous allez augmenter L. Ça veut dire que si vous prenez un fil à une dimension, quand vous augmentez, inéluctablement, vous allez finir isolant. Donc comment se fait isolant? Ça veut dire qu'à un moment, si vous avez un fil très court, vous pouvez être conducteur. On commence un petit peu isolant. Voilà. Très isolant. Alors on verra tout à l'heure, on va discuter effectivement qu'il y a une longueur où on n'est pas isolant, et cette longueur-là correspond à Mais ça, une le graphe ne me donne pas. Donc là, par contre, tu regardes. En fait, c'est un truc par rapport à ma question de tout à l'heure, c'est. En fait, là, tu fais un scaling que dans une seule direction, en fait. à une dimension. Oui. Plus dans une seule Ah oui, à dimension, de toute façon, t'as pas le choix. À 2 dimensions, on fait un scaling dans 2 dimensions. Mais 2 dimensions, on va en reparler parce que c'est extrêmement compliqué le problème à 2 dimensions. À 3 dimensions, c'est là où il y a les choses les plus intéressantes parce que vous avez une transition métal-isolant. Ça veut dire que si je pars de ce côté-là, j'ai un G qui est positif, donc je vais aller par là, puis par là, puis par là, puis par là. Donc à ce moment-là, je vais vers les grandes conductances. Donc G va augmenter. Donc ça veut dire que quand j'augmente la taille du système, je deviens de plus en plus conducteur. Par contre, si je pars de ce côté-là, je suis au contraire avec un bêta négatif, donc je vais plonger de ce côté-là. Et à la fin, je vais devenir complètement isolant. Et là, je plonge du côté isolant. D'accord ? Donc à 3 dimensions, c'est le seul endroit où j'ai une véritable transition métal-isolant à ce point-là. D'accord ? Ce point-là, il est gouverné par le désordre. Donc c'est par exemple pour ceux qui font des thermomètres, la question qui peut se poser, c'est est-ce que vous avez une véritable transition métal-isolant ou c'est simplement que vous êtes en train de vous balader sur une courbe. Effectivement, comme disait Louane, à un moment on part, on est quand même conducteur dans un fil. Est-ce qu'on est simplement en train de faire ça ou est-ce qu'on a une véritable transition métal-isolant en un point? D'accord. Donc là, effectivement, les exposants que vous avez à R2T ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, ces transitions supra-isolantes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez que la transition métal-isolante ne peut avoir lieu que dans un système qui a 3 dimensions. Vous n'aurez jamais à 2 dimensions et à 1 dimension. Alors 2 dimensions, la chose est très compliquée. Pourquoi? Pour la raison suivante. C'est que vous tendez vers 0. Donc si vous êtes vraiment dans un truc nul, ben, le truc il est là. Puis quand vous êtes à 0, ben, il ne bouge plus. D'accord? Donc, si vous êtes vraiment ici à l'infini, ben, vous êtes là et vous ne bougez plus. D'accord? Si vous êtes là, vous avez une petite pente, vous allez commencer à descendre par là. Et si vous êtes sur un système qui est très conducteur, a priori, vous n'allez pas y bouger. Ça appelle les choses qui sont marginalement isolantes. Alors, on peut calculer un peu plus ce qui se passe, au moins à 1D et à 2D, parce que les transitions métal-isolantes, c'est quelque chose qu'on va pas regarder tout de suite, parce que c'est assez compliqué. On va juste regarder le cas à 1D et à 2D. Parce que si je reviens à ce dessin-là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis à 0, je vais avancer sur mon truc. À un moment, je vais décoller un peu du 0 quand même. Je vais commencer à faire un peu m'éloigner du 0. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que ces corrections-là? Alors, c'est un truc bien connu, en fait, c'est ce qu'on appelle les corrections de localisation faible. Alors, je vais vous dire vite fait ce que c'est que la localisation faible. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va décoller ici notre courbe à 2 dimensions. C'est-à-dire que ici, comme on part d'un système qui est complètement plat, ben, le temps qu'on arrive là, il faudrait vraiment faire un truc très gros pour finalement arriver là. D'accord? Et les premières corrections, elles sont là et elles sont toutes petites. Donc finalement, on a beaucoup de mal à arriver. On y arrive quand même en faisant des systèmes très très sales. En faisant des systèmes très sales, on arrive finalement à avoir quand même un système où finalement on passe sur un système qui va être là. C'est pas une transition métal-isolant, c'est toujours la même chose, mais on arrive à cette courbe-là. D'accord. Il y a quelques années, il y a des gens qui avaient prétendu avoir trouvé une transition métal-isolante, ça n'en était pas une. Ils étaient en train de se promener sur cette courbe-là. Et c'est toujours 2D. Même si c'est très sale, c'est toujours 2D. C'est toujours 2D, mais simplement, le truc là, ils étaient arrivés à se promener par là. Mais pour arriver à se promener là, il faut mettre vraiment beaucoup de saleté, quoi. Et c'est des gens, par exemple, c'est le problème sur les thermomètres, sur tout un tas de trucs, savoir si ça reste vraiment des trucs comme ça ou pas, quoi. Et en fait, effectivement, dans l'ASGA, des trucs comme ça devrait être isolant, mais on part d'échantillons qui sont avec des longueurs de localisation qui sont tellement immenses qu'en fait, ce qu'on voit, nous, c'est la partie où on est près de 0.
Et là, tu as température en constante, température nulle. Là, on fait tout à température nulle. Parce qu'après, tu vas avoir des effets de température, je suppose. Alors, les effets- Activation thermique, Les effets d'activation thermique, etc. Mais ça va dans le sens où on délocalise plutôt, si tu veux. Alors, la deuxième chose, c'est que les interactions vont délocaliser aussi. Parce que dès qu'on met des interactions, on a tendance à délocaliser les électrons. Donc, ça va aussi dans le sens de la délocalisation. Oui, tu perds ta cohérence. Hmm. Tu perds la cohérence. Là, tu dois toujours garder une cohérence dans les électrons. Quand tu fais ta localisation sur la boucle, Ouais, faut que cette boucle soit plus petite que la longueur de. oui, tout à fait. Donc, dès que tu chauffes, cette longueur de cohérence, Elle diminue, elle devient très petite. tout à fait. Donc, tu décorrèles. Enfin, donc, tu délocalises. Délocalise. Mais en fait, les trucs, ils sont... comment dire, les gaz 2D, il faudrait que je regarde pour quel taux d'impureté ils mettent, mais c'est vraiment des trucs qui bombardent avec des ions ou des trucs comme ça pour arriver à les rendre isolants. C'est vraiment crado. Hein. Il n'y a pas des trucs avec la densité aussi? Si tu prends un gaz 2D, que tu le dopes, enfin que tu le changes la densité par effet de champ, t'as pas un problème de densité de porteur là-dedans là? Ah, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est quand tu regardes les transitions, tu regardes les isolants d'Anderson, tu as un autre problème qui est, là, c'est un effet d'interférence, si tu veux. Et tu as le problème du KFLE. C'est-à-dire, le KFLE, il te dit quoi? Parce que ça peut se résoudre analytiquement de façon assez simple. Donc, à une dimension, ce qu'on a vu, c'est que bêta de G est toujours négative. Ok, donc en fait, quand je fais augmenter la taille de mon crayon, on va toujours tendre vers un système qui est isolant. Alors, on va définir une longueur xi. Telle que G de xi est égal à 1. Égal à 1. Alors dans les unités qui vont bien sûr. Donc vous obtenez évidemment que D de log de G sur D de log de L est égal à -1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça c'est pareil, il y a une petite astuce pour trouver ça. Donc je vais vous la montrer, la petite astuce pour trouver ça. Donc si vous partez de D de log de G sur D de log de L est égal à -1, vous obtenez que D de log de G est égal où c'est que j'en suis là? C'est moins L sur. C'est moins DL sur L. C'est D de log de. L sur L. DL sur L. Ouais, c'est DL sur L. Moins DL sur L. C'est moins DL sur L. Et après, on doit retomber sur nos pattes d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est xi sur L. Voilà. Et après, ça doit marcher. Non, je suis pas sûr de ça. C'est pas que si. Si, parce que Attends, j'avais pris des notes là-dessus. D D de log de G, ça te fait G sur G0 sur L, voilà. Ça fait un truc, ça fait G0 sur L. Parce qu'il est xi sur L, puisqu'on a défini G de L xi égale 1. Voilà. Donc, on a défini en fait une longueur xi qui me définit simplement une longueur de localisation qui me donne que G, à cette longueur-là, on a G de xi est égal à 1. Voilà. Donc cette longueur-là, en fait, c'est le moment où en fait vous avez G0, G de L de xi égale 1. Alors ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous avez un moment dans votre fil. Il n'est pas toujours isolant, effectivement. Si vous définissez une longueur, alors comment définir une longueur de localisation? Je ne sais pas comment le dessiner, moi, une longueur de localisation. Mais donc vous avez une impureté ici, puis vous avez un électron, comme ça. Il est localisé sur une longueur xi. Tant que votre fil est plus petit que xi, vous allez effectivement être conducteur. Jusqu'à une longueur, il
Et si vous êtes là, vous allez avoir G0, le carré sur H comme conductance. Dès que vous commencez à être plus grand que ça, vous localisez. Et vous allez tendre vers le régime isolant. Donc effectivement, vous avez une longueur vous définissez une longueur de localisation telle que G de L égale C égale 1. Pourquoi tu parles d'impureté là? Parce qu'on est toujours dans le régime désordonné. Tout ça, c'est des problèmes d'impureté. D'accord. Ceci étant dit, il y a une possibilité. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème ouvert. C'est que si vous n'avez zéro impureté, vous devriez avoir un truc conducteur. Bah ouais. Et en plus, non seulement un truc conducteur, mais un truc avec des propriétés très particulières, parce qu'on a un système purement 1D. D'où la question, est-ce que ça se voit ou est-ce que ça se voit pas? Alors, le problème, c'est que tous les gens qui ont essayé, en général, dès qu'il y a une impureté, on localise et c'est fini. Donc, la seule manip, à ma connaissance, qui a montré des vraies propriétés 1D, c'était une manip très compliquée où les gens ont fait l'intersection de deux puits quantiques. Mais ils l'ont fait in situ dans le bâti, c'est-à-dire qu'ils font une croissance avec une hétérostructure pour faire un puits, et ensuite dans le bâti, ils le cassaient, et ils refaisaient une croissance dans l'autre sens pour faire l'intersection de deux puits. Une intersection de deux plans, ça fait un fil, quoi. Et ils le faisaient, c'est les gens de Pfeiffer, les pros de l'épitaxie. Donc en faisant in situ, en clivant in situ, en faisant une croissance, ils arrivaient à faire un fil qui, à ma connaissance, c'est la seule manip qui montrait vraiment un système 1D avec des vraies propriétés de système 1D dans les lois de puissance des V2I, etc. Et tas de propriétés intéressantes. À ma connaissance, toutes les autres manips sur des nanotubes de carbone, les machins et trucs, en fait, ils sont toujours localisés. Donc ça ne montre pas du tout les propriétés 1D. Parce que par contre, là, il y a des lois de puissance qui se connaissent sur le régime localisé. Donc ce régime-là est toujours dominant à une dimension. Voilà. Donc pour moi, les manips sur les systèmes à une dimension, c'est quasiment infaisable, quoi. Enfin, les gens qui se lancent là-dedans, c'est un peu du flan. Ah. Juste un truc, pourquoi la valeur 1 exactement? Pourquoi bêta doit valoir -1 pour cette longueur de localisation? Oula, ça c'est un problème qui est... quand t égale 1, la conductance vaut carré sur h. Parce que si tu veux, si tu es dans la longueur de localisation, tu peux considérer que le truc est complètement transmis. C'est quand tu as une longueur plus petite que la longueur de localisation. Alors, à deux dimensions, le problème est un petit peu plus compliqué. Alors, à deux dimensions, le problème est plus compliqué. Donc, ce qu'on va dire... Alors, ça aussi, c'est un truc qu'ils introduisent à la main, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main dans ce papier, mais bon. Là, il n'y a pas les défauts, ils jouent pas les défauts. Mais si, ils jouent. Donc, à deux dimensions, ce qu'ils mettent dedans, c'est qu'ils disent simplement que d de log de G sur d de log de L est égal à moins C sur G. Alors, bon, ça, ils le mettent à la main dans leur truc. Alors, c'est pas complètement idiot parce que, en fait, ça veut dire que 1 sur G, c'est le nombre de canaux. D'accord? Parce que G, c'est E carré sur H fois N, le nombre de canaux. Donc 1 sur G, c'est essentiellement le nombre de canaux. Donc ils disent qu'il y a une variation de l'ordre de 1 canal, c'est une variation de l'ordre de E carré sur H. Donc ce qu'ils disent en gros, c'est que la localisation faible, elle va faire varier la conductance de E carré sur H. Ce qui correspond à ce à quoi on s'attend, si vous voulez, pour un pic de localisation faible. Et ton C là, c'est quoi? Ça, c'est une constante qui met dedans. Donc voilà, donc en gros ce qu'ils font c'est la chose la moins conne qu'ils puissent faire. C'est-à-dire, ils disent la première correction c'est ça. Bon alors si on fait ça, ça nous fait essentiellement qu'on a dg sur d de log de n, log de L pardon, qui est égal à moins c. Alors ça comment? Alors, là il y a une petite astuce aussi pour trouver ça, ok, parce qu'en partant de là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un G, d de log de G
sur d de log de n qui est égal à moins c, d'accord, en partant de cette expression-là. Et puis ça vous fait, si vous dérivez le log de g, ça vous fait g fois 1 sur g, fois sur g dg sur d de log de l. Ça c'est simplement la dérivée de log de g et vous obtenez directement d de g sur d de log de l. Ok, donc ça c'est juste comme ça qu'on tire cette relation-là. Et puis maintenant, ben voilà, il suffit d'intégrer ce machin et vous obtenez simplement que G est égal à G0 moins C fois log de L sur L. Alors il faut mettre un cutoff quelque part, hein, parce que c'est toujours pareil. On met un cutoff en disant que G de L est égal à G0. Donc ça c'est un cutoff qui est mis simplement. On dit que G de L c'est la plus petite distance, c'est-à-dire quand la conductance se met à valeur G0, c'est quand il n'y a plus qu'un canal, on met G de L égale G0. C'est quoi le grand L et petit L là? Grand L c'est la taille du système. Et petit L, c'est une constante qui on dit que quand le système fait petit L, il n'y a plus qu'un canal, donc ça vaut 0. Bon, ça, c'est pas très important, c'est juste pour normaliser. Alors, ce qui est plus important, c'est que la longueur de localisation, xi, on la pose. On pose xi tel que g de xi est égal à 1. Okay. Donc si vous, alors ça c'est la même chose que tout à l'heure dans le fil, hein, c'est-à-dire qu'on regardait tout à l'heure, on a regardé le problème ici du truc. Alors on voit bien qu'à 2D c'est moins contraignant parce que si vous avez une impureté, ben, on peut faire le tour. À 1D, bah, si c'est l'histoire du mec dans un couloir, quand c'est un mec bourré dans un couloir, bah, ça passe pas quoi. À 2D, on peut toujours faire le tour. Non mais je fais pas illusion à personne. 2D, on peut le contourner. À 1D, c'est plus difficile. Donc si vous avez ce problème-là, vous trouverez que G est égal à G0 moins C log de xi sur L. Et vous trouvez le résultat qui est intéressant, c'est-à-dire que xi, c'est essentiellement un truc qui est en exponentielle de G0. Alors pourquoi ce résultat est important? Parce qu'il explique une chose, qui est que pourquoi à 2 dimensions on a un problème qui est pourquoi ça conduit à 2 dimensions alors que ça ne devrait pas. C'est parce qu'en fait la longueur de localisation elle est exponentiellement divergente. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on devrait être isolant, mais le problème, c'est qu'on est localisé sur des dimensions qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on serait isolant si on avait des échantillons qui seraient 1 mètre carré, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est comme ça. Mental, Et fait, voilà. Donc la localisation faible, c'est quoi? C'est simplement que si vous prenez les interférences entre 2 trajectoires qui vont de x à x, d'accord? Vous avez la trajectoire bleue, et la trajectoire bleue, la probabilité, je vais la mettre en bleu d'ailleurs, de xx, d'accord, c'est simplement la trajectoire 1, plus la probabilité de la trajectoire 2, donc il y aura des carrés là-dedans qui traînent, je suppose. C'est A1 carré, je pense, non? 2 carrés. Plus il doit y avoir un terme de 2 à 1 à 2. Puis exponentielle. Truc. Allô? Il doit y avoir un truc qui doit être en exponentielle de φ1 moins φ2. La phase des électrons. Ouais. Donc ça c'est la phase quand je fais un tour. Phase sur un tour.
Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous voyez que à ce petit jeu-là, vous avez en fait le truc qui est que φ1 est égal à φ2 en fait, parce que vous faites exactement le même chemin. C'est pas plutôt moins phi 2 ou un truc comme ça, dans l'autre sens. Non, parce que même dans l'autre sens, quand vous n'avez pas de champ magnétique, c'est la même chose. C'est fermé sur un chemin. Sur un chemin, tu vas d'un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Il n'y a pas de droite et de gauche, si tu veux. Donc ça veut dire que vous avez un terme finalement qui fait A1 carré plus A2 carré C'est intégrale de chemin. plus 2 A1 Là, A2. au même point, il faut que tu sois allé de droite à gauche ou de Bon. Alors, ça, vous êtes content avec ça. Alors maintenant, ces trajectoires, elles sont un peu particulières parce que la deuxième chose, c'est que par exemple, alors, si on met un champ magnétique dedans, par exemple, si on met un flux, vous avez la même chose, sauf que vous avez φ1 qui devient égal à moins φ2, effectivement. Et à ce moment-là, vous avez un truc qui devient égal, ici avec un signe moins. Et vous obtenez un terme qui est en A1 carré plus A2 carré qui est en moins 2A1 A2. Donc ce que vous voyez, c'est qu'entre ces deux trucs, vous avez changé la probabilité de localiser votre particule en X. Alors pas beaucoup, hein. Vous l'avez changé un petit peu. Alors l'amplitude, pour la changer, alors ça c'est compliqué par contre. Comment on fait pour connaître l'amplitude qui a changé? En fait, l'amplitude... Ouais, tu fais quoi comme mesure? Hmm, Tu fais quoi comme type de mesure? La résistance. alors si tu veux mesurer ça, tu mesures la résistance en fonction de B. Et tu vois un joli truc qui fait comme ça. D'accord. Et ça, justement, l'amplitude c'est E carré sur H. Enfin, ouais, E carré sur H en conductance. C'est la conductance ou la résistance? Ah, bon, s'il y a du spin orbite, ça peut être l'un ou l'autre. Mais essentiellement, tu as raison que s'il n'y a pas de spin orbite, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ce truc-là doit avoir une amplitude E carré sur H Là, c'est la résistance. maximum. C'était en R ici. Alors ça dépend de la température, ça dépend de plein de choses. Hein. Ça dépend de Lφ surtout. Cette mesure à longueur de cohérence de phase comme ça. Mais ça, on le voit que avec du champ magnétique. Alors, oui et non, c'est-à-dire que tu le vois aussi avec le désordre. Tu as un théorème, c'est-à-dire que... En fait, pourquoi? Parce que quand tu déphases, tu as deux façons de déphaser. Soit tu déphases en mettant le champ magnétique, soit tu déphases en changeant le désordre. D'accord? Si tu changes le désordre, tu changes le chemin. Donc en changeant le chemin, tu changes aussi les phases. À ce moment-là. Alors tu as un théorème qu'on appelle le théorème d'ergodicité, qui te dit que moyenner sur le désordre ou moyenner sur le champ magnétique, c'est la même chose. Ce qui n'est pas trivial, hein, c'est pas quelque chose de trivial, mais il se trouve que c'est vrai. C'est pour ça que ta localisation faible, normalement, tu devrais réchauffer ton échantillon, refroidir, réchauffer l'échantillon, refroidir, et dessiner comme ça ta localisation faible. Et du coup, à 2D, si notre matériau était totalement pur, on ne verrait pas d'effet de localisation, on n'aurait pas une divergence. Si de tu avais départ. un truc complètement pur, tu verrais rien, mais si tu as un système complètement pur, les états propres, c'est des ondes de bloc, tu n'aurais pas tous ces effets-là. Donc, les premières corrections, en fait, à la conductance, c'est ces effets-là, ces effets de localisation faible. Okay. Donc, c'est des effets d'ordre carré sur H, donc c'est des effets qui sont tout petits, hein. C'est pas des effets très très grands. Pour te faire la courbe comme ça. Si tu n'avais pas de défaut, ce qu'elle dit, si tu n'avais pas de défaut, voilà. Alors, si tu veux, le truc, c'est que comment on mesure Lφ avec un truc comme ça? C'est que si tu as des boucles trop grandes et plus grandes que Lφ, en fait, il y a un cutoff sur la taille de ces boucles qui est Lφ. C'est pour ça qu'en fait, ça te donne tu mesures Lφ comme ça. La taille des boucles maximum, c'est Lφ. Alors, la réponse, en fait, est tout dans les notions de réservoir en mésophysique. Et ça, c'est super important. Donc c'est les interfaces qui vont jouer. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si tu es ici dans un système, comment on modélise ça quand on fait de la mésophysique? Tu mets ça de la façon suivante. Tu as ici
un conducteur qui a une transition T. Tu as ici des canaux. Et tu as ici des réservoirs. Alors tes réservoirs, ils sont potentiels mu1 et mu2. Puis ici, tu as des modes qui arrivent ici. Tu as le premier mode, le deuxième mode, pareil ici, d'accord? Ça, c'est des conducteurs parfaits. D'accord? Donc, la question que tu me poses, c'est est-ce que ma conductance... Ah, merde. Donc, comment tu mesures la conductance là-dessus? J'ai plus d'image, moi, c'est... Oh. Avec des fils, là, à même. Alors, avec des fils, oui, mais tu mets tes sondes où? Bah, sur les deux réservoirs, les deux. Alors, moi, ce que je dis, c'est que si tu mets ta sonde ici, tu définis R est égal à mu1 moins mu2 sur I. Là, tu vas trouver E carré sur H. D'accord? Ça, c'est la première chose. Moi, je dis que si tu mets tes sondes ici, Ça, c'est quoi? C'est le quantum de conductance? ouais, quand on est conducteur. Si tu mets tes sondes ici, tu vas trouver R égale 0. Parce que la chute de potentiel, elle se fait ici. Et résistance, c'est une résistance de contact. La chute de potentiel, elle est là. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire le calcul d'ailleurs un jour. C'est pas très compliqué à faire comme calcul, mais ça vous montre bien la différence, ce qu'on appelle du 4 points, du 2 points, ce qui se retrouve dans les féoles, etc. Et pourquoi il y a un paradoxe là-dessus. Effectivement. Moi, j'ai une dernière question de 5 minutes encore, avant le gâteau. Puisque cette approche-là, en fait, cette théorie de la conductance ou résistance, comment tu relis ça au théorème fluctuation-dissipation? Sachant qu'on sait que c'est la partie, la résistance. Ça, tu veux dire? La température nulle, ouais. Ah oui, tout ça, ta température nulle. Et si tu fais passer du courant dans une résistance, ça chauffe. Là, tu veux dire ce qu'on vient de faire là, ça? Ouais, ou si tu veux, toute l'approche Allez. qu'on nous a fait, une mesure de résistance ou de conductance dans différents domaines en fonction de la dimension. Il y a quand même du courant. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, je te dirais que. L'effet Joule, quoi. Ouais, l'effet Joule. Comment mesurer l'effet Joule dans ces trucs-là? Est-ce qu'il y a un effet Joule différent suivant Ah la non, dimension? non. Ah, mais non, l'effet Joule, ça c'est. C'est Harry Carré, ça change pas. Non, non, c'est ça. Ton système, tu es dans un état propre, l'énergie du transport, la charge qui transporte, C'est toujours la même. Ça, il n'y a pas de variation d'énergie. d'énergie. C'est l'énergie que tu mets dans le système, c'est la même. Tant que tu es dans la longueur de phase, quoi, la cohérence de phase. Ça, l'énergie que tu transportes, c'est la même, ça n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de dissipation. Ah si, mais elle est même que c'est Harry Carré, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est la même dissipation. Non, par contre, alors, sur ce truc-là, on peut discuter plein de choses, là, par contre. Sur de l'effet Hall, par contre, non, mais sur ce circuit-là, là, il y a tout un débat qu'on peut avoir sur où se fait la dissipation. Ça, c'est un autre problème. Ça. Elle se fait aux interfaces aussi, je suppose. Elle se fait que ici. Ouais. Tu n'as pas de dissipation là. Ça se fait uniquement là. Ok. Donc t'as pas une chute de potentiel graduelle en fait dans ton métal. Et qu'est-ce qui vient explicitement du fait que tu as des fermions? Est-ce que ça marche là avec les bosons, ce truc? Quoi donc? Mais ça, La localisation. la localisation, est-ce que ça marche avec des bosons? Par exemple, ça ne doit pas marcher. Non. Non, ça marche pas, évidemment que ça marche pas. Mais pourquoi? Parce que tu aurais le problème, c'est que tu as. Non, parce que déjà, il faut que parce que si tu veux, le problème, c'est la statistique. C'est-à-dire quand tu fais tourner un électron, tu n'en as qu'un seul qui tourne parce qu'il est au niveau de Fermi. Avec des bosons, tu en as un nombre aléatoire qui va tourner. C'est-à-dire que quelle que soit ta dimensionnalité, finalement, tu peux les faire passer l'un sur l'autre. Mais tu es sûr du nombre qui tourne. Dans des bosons, tu ne sais pas combien va tourner. Ce nombre va fluctuer.
J'aurais un boson chargé. Non, mais je pense plutôt à un phonon, par exemple. Tu vois. Alors, un phonon, moi je pense que sur un phonon, Tu vois, comment tu localises un phonon? ah ça c'est une bonne question, super bonne question. Je pense que si on avait... Attends, t'as deux problèmes, t'as l'effet Aharonov-Bohm et puis t'as la localisation, c'est deux problèmes différents. Je pense qu'on peut localiser des phonons, faire de la localisation faible, c'est peut-être un problème un petit peu différent. Mais je pense que si on arrive à faire de la phase sur les phonons, c'est possible. Alors le problème des phonons, c'est un peu comme la localisation de la lumière. Les gens avaient beaucoup de mal à localiser la lumière, parce que quand on voit un faisceau de lumière sur un milieu désordonné, si tu n'as rien qui ressort, tu sais jamais si c'est parce que les photons sont localisés ou c'est parce qu'ils ont été absorbés. Et avec les phonons, ça c'est des manips que je voudrais faire avec Olivier. Le problème c'est que si tes phonons ne ressortent pas, tu sais jamais si c'est parce qu'ils sont localisés ou parce qu'ils ont été absorbés. Donc c'est pas évident. Mais effectivement, avec les phonons, rien t'empêche de localiser les phonons, a priori. Sauf que tu peux pas trop jouer sur la phase. Ils n'ont pas de charge. Deux phonons, ils ont pas d'interférence. Si. Alors d'abord, attention, fais attention à une chose très importante. On parle toujours d'interférence d'un électron avec lui-même. Il n'y a jamais d'interférence à deux électrons. C'est toujours des interférences à un électron. Et le phonon, c'est pareil. Donc il n'y a aucun problème pour le faire interférer a priori. Le problème, c'est comment contrôler l'interférence. On n'a pas de bouton. Bah, il faut... Non, mais là, parce que il faut lui forcer à passer par deux endroits différents. Oui, mais si tu veux, on peut pas. On fait le forcer, mais après, tu fais comment pour jouer sur sa phase, tu vois, Bah, s'il passe par deux endroits de longueur différente. je suis d'accord. Mais après, ce qui est bien, c'est de pouvoir varier. Oui, Et ouais. là, on est, tu vois. Si on peut pas varier la taille, t'imagines un bras, tu vois, je sais pas. Peut-être que Boris a une idée pour faire un bras de longueur variable, si tu veux. Ouais, mais tu peux peut-être faire vibrer un bras. Je cherche. Oui, parce qu'il faut que tu changes, dans ce cas-là, géométriquement la trajectoire. Et ça, il faut que ce soit contrôlable avec un bouton, quoi. Tu vas faire une mesure. C'est ça, en fait. Alors que là, comme dans la phase, tu as le potentiel vecteur. Exactement. Tu as le potentiel vecteur, tu mets un champ magnétique, boum, ça te fait changer ton truc. C'est trop facile, en fait. Trop facile. Voilà. C'est good. Good.